Notre CA ce soir, Jean-Martin Hossan et Jean-Luc Landry. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de dette, de déficit, de PIB dans un instant, mais je veux vous entendre sur Olimel. Je rappelle qu'il y a une entente de principe qui a été conclue finalement et qui a été surtout acceptée par le syndicat. Le syndicat a accepté à 78 la dernière entente de principe qui a été conclue entre le syndicat et l'employeur, donc les travailleurs qui ont accepté cette entente. Jean-Luc, comment se fait-il qu'on en soit là, 4 mois plus tard, 180 000 ports qui sont en attente, une négociation âpre, difficile? Est-ce que le gouvernement a trop attendu? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, le gouvernement n'avait pas à intervenir là-dedans. Il fallait que le processus suive son cours et ça a fonctionné. Vous trouvez que 4 mois, c'est long, mais il y a 500 emplois qui sont sauvés. Les travailleurs ont une grosse augmentation de rémunération totale dans les prochaines années. Étalée sur plusieurs années, mais quand même. Oui. Je pense que c'est 26 au total. 26,5 dont 10 la première année. Oui, ce qui est quand même bon, là, il me semble, en tout cas. Quoi qu'il y ait un gros rattrapage, d'après ce que le syndicat est là, mais en tout cas, il est là. Donc, pour répondre à votre question, le gouvernement est intervenu pour aider le processus, mais il fallait attendre que les gens soient prêts à négocier et ils étaient prêts. Jean-Martin? Bien, moi, je pense que ça aurait pu être une catastrophe là, en termes de gaspillage alimentaire. Moi, je suis tombé à bas de ma chaise quand j'ai lu la statistique qu'un porc mature pouvait être à l'origine de 5 à 600 repas. Donc, imaginez 180 000 porcs fois 5 à 600. Donc, ce genre de gaspillage-là aurait été absolument horrible. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas comment on va écouler l'espèce de goulot qu'il y a dans tout ça. Là, ça ne s'est pas réglé non plus. Et je pense que c'est peut-être une bonne occasion de revoir ce qu'on appelle un service essentiel. Et là, je ne veux pas dire que c'est comme la police ou les pompiers ou les ambulanciers, mais quand on parle de sécurité alimentaire, de transformation alimentaire ou même du secteur agricole en général, je pense que c'est à la base de toute vie. Là, c'est logique. Et peut-être que le gouvernement aurait pu intervenir un peu plus tôt. Moi je suis plus d'avis que le gouvernement aurait pu intervenir un peu plus tôt pour régler ça. Jean-Luc, je sens que vous voulez intervenir. Bien, la sécurité alimentaire, on mangera moins de porc, on va manger plus d'autres choses. Là. Deuxièmement, c'est une usine à travers le Canada. Il n'y a aucune, excuse-moi, Jean-Martin, mais il n'y a aucune justification pour intervenir là-dedans au nom de la sécurité alimentaire, je crois. C'est pas nécessaire. N'oubliez pas aussi que plus le gouvernement intervient, plus les gens s'habituent à ce que le gouvernement intervienne et plus ils vont demander au gouvernement d'intervenir. À long terme, ça ne solutionnera pas le problème. On a un système qui fonctionne. Et c'est des bonnes nouvelles. Écoutez, il y en a des négociations collectives qui se font, là. On n'est plus dans les années 70 où il y avait des grèves d'1 an et des choses qui arrêtaient complètement. C'est plus le cas. Ça roule bien. OK. Je vous amène sur la dette et le déficit, si vous le voulez bien. On va aller tout de suite à la dette et le déficit. Et Erin O'Toole, aujourd'hui, qui a dit a répété, en fait, qu'il voit le déficit zéro en moins de 10 ans, mais sans nécessairement des coupes budgétaires. Où va-t-il couper? Il a dit on va stimuler l'économie sans faire des coupes budgétaires. Jean-Martin, est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que c'est possible? Bien, c'est possible de réduire le déficit et même la dette fédérale sur 10 ans. Dans les années 90, au milieu des années 90, le Canada avait un ratio dette sur PIB de plus de 60 puis il l'a réduit à 30 en l'espace de 10 ans. Mais n'oublions pas comment ça s'est fait. Ça s'est fait, entre autres, en prenant possession de la Caisse de l'assurance-emploi et en pelletant beaucoup du fardeau aux provinces. Donc, il n'y a pas de recette magique. Il faut soit couper les services ou augmenter les revenus. Et si on mise sur une croissance économique, simplement la croissance économique pour résorber tout ça, ça va prendre toute une croissance mieux que la Chine pendant 10 ans. Donc, je pense qu'il va y avoir coupure de services nécessairement si on veut aller vite dans le fait de résorber cette dette-là, ce déficit-là. Je ne sais pas où est-ce que les candidats prennent leur information. En ce moment, on est dans une grave pénurie de main-d'œuvre, de travailleurs disponibles, et ils parlent de stimuler la demande d'emploi. Écoutez, ça n'a pas tellement de bon sens, là. Il y a quelqu'un qui va se réveiller quelque part à un moment donné. Alors, M. O'Toole, c'est une question de sémantique. Je suis d'accord avec Jean-Martin, c'est très possible de revenir à un déficit zéro dans les prochains 10 ans. Mais là, la sémantique, c'est contrôler les dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous devez les baisser. Mais si, en termes réels, elles baissent, bien là, évidemment, c'est des contrôles qui sont sévères. Ça pour dire que c'est possible. Oui. Mais en ce moment-là, il n'y a personne qui est en train... Il n'y a pas un parti en ce moment qui est dans cette direction-là. Dans la sémantique, Jean-Luc et Jean-Martin, il
Il y a également M. O'Toole qui dit qu'on va, sous les libéraux, dans les 4 prochaines années, tripler la dette d'ici à 2025 jusqu'à 1 800 milliards de dollars, en admettant qu'on aura le même niveau de progression des dépenses, mais en oubliant que les dépenses vont baisser quand même pas mal cette année. Est-ce que ça tient la route ou est-ce qu'on est que dans la sémantique politique? Est-ce qu'on parle des vrais chiffres en ce moment quand on parle de dette et de déficit, Jean-Martin? Bien, en période électorale, surtout quand un parti parle des chiffres d'un autre parti, il ne prend pas le meilleur angle, en fait, pour les illustrer, là. Puis c'est sûr que si les dépenses sont moins grandes que l'an dernier, parce que ça a été un record de milliers de milliards distribués à gauche et à droite, l'économie va aussi aller mieux que l'an dernier, où il y a eu un recul quand même assez sévère sur un trimestre ou deux. Donc, ces chiffres-là vont s'ajuster d'eux-mêmes. Mais la dette du Canada, moi, évidemment que les finances publiques, c'est éminemment collectif et il faut y voir. En tant que gouvernement, c'est une responsabilité de base de bien gérer le budget. Mais n'oublions pas que le Canada est encore parmi les pays du G7 le mieux placé, la meilleure santé financière publique. Et l'Allemagne, avant la pandémie, avait à peu près le taux d'endettement du Canada actuellement après la première année de pandémie. Les États-Unis étaient le double du niveau du Canada actuellement avant la pandémie. Donc, quand on se compare, on se console un peu quand même. Mais vous ne trouvez pas que ça manque de chiffres un peu, puis de projections et de cadres budgétaires et de cadres de financiers, Jean-Luc? Oui, on devrait demander à chacun de chiffrer et de faire des estimations. D'ailleurs, j'attends le directeur du budget. Normalement, on devrait avoir un rapport qui va incorporer toutes les promesses là, de la part du directeur du budget fédéral et qui va nous dire combien ça va coûter. Je vous dis qu'il y a des gens qui vont être pas mal surpris, je crois, quand le rapport va sortir. Absolument. Et Jean-Pierre Aubry nous a préparé un tableau pour nous rappeler, en fait, que la hausse de l'endettement par rapport au PIB passe de 31 à 50 dans les prochaines années. Mais on oublie le plan de relance. Le plan de relance de 108 milliards de Mme Freeland nous amène à 56-58 mais ça, ce n'est pas encore incorporé. Est-ce que les libéraux ne devraient pas être responsables en nous donnant exactement la teneur de la dette prochaine, Jean-Martin, en tenant compte justement de ce plan de relance qu'ils veulent mettre en place? Bien, encore une fois, puis c'est le propre de tous les partis en campagne électorale, ils sont un peu sélectifs dans les chiffres et les statistiques qu'ils veulent bien utiliser quand ils nous présentent leur plan. Mais effectivement, si on inclut toutes les dépenses promises et qu'on fait certaines hypothèses de continuité dans certaines dépenses, ce qui ne sera pas le cas, comme vous le disiez, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas autant de milliers de milliards de distribués jusqu'en 2025, ça va arrêter à un moment donné. Et d'ailleurs, moi, ce qui me fait peur, c'est le jour où ça va arrêter. Le jour où l'État va arrêter d'aider les entreprises et les particuliers qui se sentent plus riches qu'avant la pandémie, pratiquement. Là. Okay. J'ai hâte de voir les vrais impacts, les vrais effets de la pandémie sur l'économie rendue là, moi. Jean-Luc, en terminant. Moi, je ne suis pas inquiet. L'économie va très bien. Les conditions fiscales et monétaires sont les plus expansionnistes que j'ai vues dans ma vie. Jusqu'ici, là, j'ai vu à peu près 7-8 récessions et reprises. C'est une reprise forte qui va continuer. Et on n'a pas besoin de restimuler plus. On a un creux un peu en été. On l'a vu dans le PIB de Statistique Canada aujourd'hui. Mais quand même, quand on regarde la reprise par rapport aux autres récessions du passé, on remonte plus rapidement qu'en 2008 ou en 91 ou même en 82. Oui, puis je pense qu'un des poids qui va... Oh, pardon. Jean-Martin? J'allais dire... Un des secteurs, en fait, qui va aider l'économie à se relever, c'est le secteur des services, surtout pour les économies avancées comme le Canada ou le Québec. C'est le secteur qui tarde encore le plus à se relever. Puis quand ça va être à plein régime, là, on va vraiment avoir une belle reprise. Jean-Luc? 2 petits points. Jean-Martin a mis le point, exactement le point important, là, c'est que pourquoi il y a un petit, on dit un petit kick, là, ça remonte plus pour le dernier 3-4 mois. C'est parce que c'est la reprise de l'emploi dans les emplois de proximité. Et on était extrêmement prudents dans la COVID et c'est ça que ça a retardé. Deuxième point important, là, au Canada, les statistiques trimestrielles, là, les statistiques trimestrielles fluctuent énormément. Il n'y a pas un trimestre au Canada, ce n'est pas une tendance. OK, on est averti. Jean-Luc, merci. Jean-Martin aussi. Au revoir. Plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.